tous et à toutes, bienvenue sur l'invité. Nous sommes le dimanche 1er avril de l'an 2018. De Cotonou à Porto Novo ou encore de Parakou à Tanguieta, les fidèles chrétiens célèbrent la Pâque. Bonne fête de Pâques à tous les Béninois, mais aussi à tous les Africains et pourquoi pas à tout le monde entier. Ce dimanche sur l'invité, nous ne ferons pas un poisson d'avril. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous Gérard Benouchi. Bonjour. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Absolument. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur l'invité. C'est moi. Vous êtes donc député de la 11e circonscription électorale. Vous êtes à l'Assemblée nationale du Bénin. Vous êtes rapporteur général de la Commission des finances et des échanges à l'Assemblée nationale. Vous êtes membre du groupe parlementaire L'Union fait la Nation. C'est ça. Je n'exagère rien. Oui. Vous êtes également du bloc pour la majorité parlementaire. Absolument. Bienvenue. Et puis Kader Achirou, vous êtes là pour conduire l'entretien avec moi. Bonjour. Bonjour Nadia Diwan, bonjour Gérard Benouchi. Vous êtes également conseiller national à la mobilisation au sein de la Commission nationale de supervision du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Cette opération qui a démarré le 1er novembre, nous sommes aujourd'hui le 1er avril, 5 mois d'exécution. Alors qu'est-ce que nous pouvons retenir? Quel bilan à mi-parcours vous pouvez dresser déjà? Merci beaucoup, chers amis journalistes. Oui, par rapport à l'opération RAVIP qui est en cours, qui a commencé depuis le 1er novembre 2017, comme vous le dites, nous sommes presque à la fin du 5e mois. Alors, quel bilan pouvons-nous faire aujourd'hui? J'ai pu vous dire que globalement, l'opération RAVIP se déroule très bien. À un mois de la fin, nous sommes aujourd'hui à un taux national d'enrôlement qui est autour de 85%. 85%, mais dans certaines localités, certains arrondissements, il y en a qui sont déjà à 90-95%, mais c'est quand on agrège tout cela qu'on est autour de 85%. L'opération a commencé timidement et elle a commencé à prendre au fur et à mesure. Est-ce que vous y arrivez de sillonner certaines localités, comme par exemple la vôtre, à Fulkamé? Est-ce que vous pouvez nous dire comment la mobilisation a été faite? Non, la mobilisation, au départ, vous savez que les élus locaux ont été impliqués, les maires et leurs adjoints, les conseillers d'arrondissement, les chefs d'arrondissement, les conseillers de village, eux tous, ils ont été impliqués dans cette opération. Et c'est eux qui sont chargés prioritairement de la mobilisation. Et l'opération a mis à leur disposition des moyens pour pouvoir donc impliquer les gongonneurs. Et c'est comme ça que cela se passe partout. C'est pour cela que vous allez constater que les populations sont largement informées et sont acquises à la cause donc de l'opération RAVIP. En dehors de cela, nous-mêmes qui sommes de la Commission nationale de supervision, tous les députés presque descendent dans leurs fiefs respectifs et vous avez dû constater que plusieurs autorités aussi, les membres du gouvernement, sont associés aussi et descendent dans leurs départements respectifs, dans leurs communes pour aller donc demander aux populations de sortir pour s'enrôler. Et c'est ce qui fait donc la réussite de cette opération. Ça fait la réussite de cette opération aujourd'hui, mais nous sommes à un mois de la fin de cette opération. Alors quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place pour avoir quand même une adhésion totale à l'opération? Non, il n'y a pas d'autres stratégies à mettre en place que celles qui sont déjà en place et qui fonctionnent à merveille. C'est pour cela que je vous ai dit, vous avez vu les statistiques, nous sommes autour de 85%. Si à la fin donc, de l'opération il reste un mois, nous pouvons nous trouver autour de 90% d'enrôlés, alors qu'au départ, nous avions tablé sur un pourcentage cible de 70%. Vous savez que l'opération est dénommée recensement initial à vocation d'identification de la population. Cela voudra dire quand on va finir cette phase initiale, on aura donc le fichier au plan national et tout cela sera, le registre de la population sera déposé au niveau donc des communes, le matériel aussi sera redéployé au niveau de chaque commune et l'enregistrement, l'enrôlement des populations va se poursuivre normalement au niveau donc des communes. Donc c'est cela. Si le recensement initial a pu atteindre un pourcentage, peut atteindre un pourcentage de 90%, pour moi, c'est une réussite totale étant donné qu'au départ, nous tablions sur au moins 70%. Alors, à un mois de la fin de l'opération, est-ce que vous avez un message à l'endroit des populations? À un mois de la fin de cette opération, je voudrais toujours maintenir le même appel, demander aux populations de sortir massivement, celles qui ne se sont pas encore faites enrôler, de le faire parce que c'est une opération de grand intérêt. De grand intérêt pour nos populations. La carte RAVIP, qui sera la carte à tout faire,
pour ceux qui n'ont pas d'acte de naissance, vous savez que le problème de l'état civil au Bénin, c'est un problème sérieux. Désormais, ceux qui se seront fait enrôler au RAVIP se feront délivrer automatiquement leur acte de naissance par la suite. Donc, c'est une opération qui va permettre aussi au gouvernement de maîtriser le flux de population qui est sur son territoire pour être la base donc, de la conception de tous les projets de développement. Donc, nous avons intérêt à nous faire enrôler. Nous avons intérêt à nous faire enrôler. Nous allons peut-être évoluer sous la permission, peut-être, dans cette émission. Dans ces jours, le président Patrice Talon aura 2 ans de gouvernance. Ça fera 2 ans qu'il est à la tête de la nation béninoise. Alors, Patrice Talon, 2 ans de gouvernance, qu'est-ce que vous avez à retenir? Ce que j'ai à retenir de 2 ans de gouvernance de Patrice Talon, c'est que le Bénin est résolument engagé sur le sentier des réformes structurelles qui puissent permettre que le développement de ce pays soit désormais une réalité. Parce que vous savez que nous avons piloté notre État au pifomètre. Nous l'avons piloté sur la base de procédures qui, toutefois, toujours ne donnent pas les résultats qu'il faut. Vous savez que dans plusieurs domaines de notre économie, il y a le laisser-aller. Nous avons de mauvaises pratiques dans notre administration. Nous paraissons, ne travaillons pas. Ceux qui sont compétents ne se donnent pas à fond. Et donc, tout cela influe négativement sur notre économie. La corruption a gangréné tout l'appareil étatique, l'administration étatique. Donc tout cela, sur la base d'un diagnostic clair qui a permis au candidat Patrice Talon alors de concocter son programme de gouvernance, une fois au pouvoir, je constate avec bonheur qu'il est en train de joindre le geste à la parole, il joint l'acte à la parole et a amorcé véritablement le chantier des réformes. Et je puis dire que moi, qui vous parle, j'adhère entièrement à ces réformes parce que je sais que le salut du Bénin passe par ces réformes. Mais les populations ne comprennent pas ces réformes-là. Vous avez une base, certainement. Vous voyez que parfois, c'est quand même compliqué pour les populations de comprendre qu'il y a des déguerpissements, qu'il y a des personnes qui les entraidaient, disons les choses par leur nom, qui sont peut-être arrêtées, qui sont du côté des prisons. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ça? Oui, les populations ne comprennent pas. La nature humaine a horreur du changement. Vous savez, on ne va pas les incriminer, mais on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. On ne peut pas réformer sans dénaturer d'abord. C'est ce qui se passe. Mais je suis sûr qu'au bout du rouleau, ces mêmes populations, lorsque les produits, les fruits, les résultats de toutes les réformes qui sont donc engrangées actuellement vont commencer à sortir, c'est les mêmes populations qui vont donc commencer à acclamer pour dire « Ah, que nous ne savions pas ». Et je pense, moi, je suis convaincu que d'ici peu, les populations vont commencer à comprendre pourquoi est-ce qu'on a déguerpi. Parce que vous aurez appris que le ministre chargé du cas de vie a réuni avant-hier ou avant-hier tous les maires des communes qui sont concernés par les projets asphaltage pour leur expliquer que les financements déjà sont mobilisés à hauteur de 309 milliards déjà, que les études sont finalisées et que très bientôt, disons en juillet, que tous les travaux d'asphaltage vont commencer dans toutes les mairies qui sont donc ciblées pour le grand bonheur des populations. Et les élus locaux, les maires ont été invités à pouvoir donc faire libérer toutes les emprises d'ici à fin mai. Donc lorsque tous ces projets vont commencer, je suis sûr que vous et moi, nous allons applaudir le gouvernement. Alors, l'un des grands chantiers également du président Patrice Talon sont les réformes politiques et institutionnelles. Et nous avons eu le 4 avril dernier, il y a cela bientôt un an, il y a eu le projet de révision de loi constitutionnelle qui a eu une entrave à sa validation au niveau de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Aujourd'hui, on a comme l'impression que ce projet est jeté aux oubliettes, mais est-ce que, à votre avis, vous ne pensez pas qu'il faut quand même raviver le dossier? Ben, moi, personnellement, j'ai été déçu de ce que le vote pour la prise en compte du projet de révision de notre loi fondamentale n'ait pas pu y aboutir. Parce que nous sommes unanimes à dire que notre Constitution mérite un toilettage. Après donc 28 ans de pratique de cette Constitution, nous connaissons donc les tares qu'elle traîne, nous connaissons les imperfections qu'elle recèle. Et la classe politique est unanime sur l'opportunité. Quant à l'opportunité, personne
ne s'en offusque, personne ne se dérobe. Mais c'est par rapport à la mise en œuvre qu'à chaque fois on dit ce n'est pas l'occasion, ce n'est pas le moment propice. Encore, la politique politicienne s'y est mêlée et nous avons échoué. Mais moi je pense qu'un jour, que nous veillions ou non, ça va revenir. Est-ce que ce serait sous la gouvernance actuelle? Je n'en sais rien, mais je sais que nous en avons besoin et qu'un jour ça reviendra. Les réformes constitutionnelles sont quasi nécessaires. Par exemple, si nous prenons la réforme du système partisan qui était incorporée dans cette constitution, vous voyez qu'actuellement la classe politique est unanime à reconnaître qu'il faille aller dans ce sens-là. Et une proposition de loi portant donc charte des partis a été donc déposée sur la table de l'Assemblée nationale. Dernièrement, l'Assemblée nationale, avec les partenaires financiers a organisé un séminaire d'imprégnation sur cette charte et a invité tous les acteurs politiques, la société civile et la classe politique, les personnes ressources. Et à l'hôtel, je pense, Azalaï, nous y avions réfléchi là-dessus pour recueillir donc des apports des uns et des autres. Et tous ces apports ont été agrégés dans un document remis donc à la commission des lois. Et vous savez, actuellement, nous sommes hors session. La session va s'ouvrir d'ici le 9 avril. Et je pense que la commission des lois, au regard donc nourri de ces apports-là, va travailler sérieusement pour sortir un rapport que rapidement nous allions donc au vote de cette loi. Donc ça, c'est une réforme quasi donc nécessaire et impérieuse pour notre démocratie. Et en dehors de cela, le code électoral sera revu. Donc plusieurs autres réformes qui sont nécessaires, nous les ferons dans la mesure de nos capacités, dans la mesure des contingences qui se présenteront devant nous. Et puis, si à la fin de notre mandat, nous avons pu arriver quelque part, nous évaluerons. Mais le reste du boulot, les parlements futurs, les parlements prochains s'attelleront aussi à ces tâches et continueront parce que les réformes, nous en avons besoin. Alors vous avez commencé à parler un peu de la lutte contre la corruption au ton du président Talon. On a l'impression que c'est une lutte quand même ciblée. Une lutte ciblée? Qu'est-ce qui vous fait dire cela, madame? Allez-y, honorable. Moi, je pense que ce n'est pas une lutte ciblée, étant donné que ce n'est pas le gouvernement qui indexe ceux qui doivent être écoutés, mais plutôt le gouvernement, son travail, c'est de faire commanditer des audits, c'est-à-dire de contrôler la gestion des deniers publics. Et lorsque ces rapports d'audit tombent, le gouvernement, son rôle est fini, que s'il transmet ces audits à la justice qui doit prendre le relais. Et le gouvernement est en train de jouer sa partition. Des audits ont été commandités, les résultats sont sortis, ces audits, ces rapports sont transmis à la justice qui a commencé à fouiller. C'est la justice qui détecte à travers les rapports, en voulant situer les responsabilités, qui décide d'écouter qui est X ou Y. Et si ce X ou Y est un citoyen ordinaire comme vous et moi, on l'interpelle. S'il n'est pas un citoyen ordinaire, s'il a été par exemple ancien membre du gouvernement, s'il est député à l'Assemblée nationale, vous savez que nos tests ne permettent pas qu'on écoute comme ceux-là simplement comme ça. Il faut une procédure. Et c'est la justice qui enclenche cette procédure-là en saisissant l'Assemblée nationale pour demander soit la levée de l'immunité parlementaire de ceux qui sont députés ou le vote d'une autorisation de poursuite devant la haute cour de justice pour ceux qui ont donc exercé les fonctions de membres du gouvernement. Et c'est cela qui se passe. En quoi on peut dire que cette lutte est ciblée? Si vous savez, comme moi, madame, que des proches du gouvernement, ceux qui ont été donc des soutiens premiers du chef de l'État actuel, président Patrice Talon, se trouvent actuellement sous les verrous à cause de leur gestion, en quoi pouvez-vous dire que cette lutte-là est ciblée? Je dis, moi, que c'est une bonne lutte, que celle qui est engagée actuellement contre la corruption, parce que la corruption est une gangrène pour notre économie et fait perdre beaucoup de milliards à notre économie. Des ressources qui auraient pu permettre de réaliser des infrastructures de développement sont détournées impunément par des individus,
par des éléments de notre société. Il faut qu'on mette fin à cela. Et c'est ce que le gouvernement actuel est en train de faire. Nous devons tous, au contraire, l'applaudir, l'acclamer et l'encourager dans ce sens. La lutte contre la corruption et l'impunité au Bénin, à titre illustratif d'ailleurs, le dossier dans lequel on estime que le gouvernement a quand même la main derrière, c'est cette affaire de faux médicaments qui implique quand même l'honorable député Atta Ouane Renfo. Alors je vais tous vous demander quelle lecture vous faites d'abord de ce dossier en tant que parlementaire. Oui, en tant que parlementaire, la lecture que je fais, que je dis, oh, enfin qu'on puisse donc commencer cette lutte contre les faux médicaments. Vous vous souvenez comme moi que dans ce pays, on est venu lancer l'appel de Cotonou contre les faux médicaments. Mais ça aboutit à quoi? Vous savez qu'on est en train on dit que nos pharmacies recèlent donc des faux médicaments. Si vous allez au CNHU, nos parents, nos amis, nos enfants qui sont malades des reins, qui sont sous dialyse, si vous allez voir le ravage que causent les faux médicaments, vous devez dire que c'est un crime collectif auquel nous assistons impunément et que nous ne bronchons pas. Mais enfin, le gouvernement a voulu prendre les taureaux par les cornes et heureusement, nos forces de sécurité ont arraisonné par hasard un camion qui circulait avec de faux médicaments et les enquêtes ont commencé par là. C'est cela qui a déclenché donc toute la lutte qui a conduit certains directeurs, certains gros grossistes, hein, des sociétés, des grossistes répartiteurs qui sont actuellement donc sous les verrous. Certains députés, un député est impliqué, donc, serait en cavale actuellement. Moi, je pense que c'est une bonne lutte pour qu'enfin nous mettions à l'abri donc des dégâts qui causent les faux médicaments nos populations et personne ne doit dire que ça, c'est une mauvaise lutte. Personne ne doit dire que c'est la chasse aux sorcières. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Je pense que nous devons ensemble accepter que cette lutte se fasse parce que nous ne savons pas. Ça peut tomber sur votre maman, ça peut être votre femme, vos enfants qui seront victimes des faux médicaments. Vous ne savez jamais. Donc, il faut accepter qu'on fasse cette lutte-là. Encourageons le gouvernement dans ce sens. Votre collègue Atta Ouane Renfo a laissé entendre que tout ce qui est fait aujourd'hui est diligenté contre sa personne parce qu'il aurait voté contre le projet de loi portant révision de la Constitution. Au Bénin, nous jouons trop à la victimisation. Nous cherchons trop de boucs émissaires. Nous n'aimons pas être responsables de nos actes. En quoi le vote contre la loi portant révision de la Constitution aurait-il été donc à l'origine des déboires qu'il subit? Quel lien ça a avec l'activité commerciale qu'il mène? Il faut qu'on sépare souvent les choses. Les fonctions parlementaires ne sont pas les mêmes que les activités commerciales. Si vous êtes un député et que vous avez des activités, vous menez des activités commerciales ou professionnelles, ces activités n'ont rien à voir avec votre fonction parlementaire. L'immunité parlementaire couvre le député en ce qui concerne sa fonction, l'exercice de sa fonction parlementaire. Mais quant à ce qui concerne l'exercice de ses activités professionnelles qui n'ont rien à voir avec sa fonction parlementaire, l'immunité, on ne parle pas d'immunité dans ce sens-là, dans ce domaine. Donc, est-ce que ce qui est en cause ici, est-ce que c'est l'exercice de sa fonction parlementaire ou bien c'est l'exercice de ses activités professionnelles? Vous savez bien que c'est l'exercice de ses activités professionnelles. Mais comment est-ce qu'on peut lier les deux? Moi, je ne vois pas. On ne peut pas lier les deux. Et puis, ce n'est pas le gouvernement qui est allé donc se mettre à cette course pour le chercher. La police républicaine, vous savez. Est-ce que vous ne voulez pas que nos forces de l'ordre fassent leur travail et la justice son travail? Au Bénin, lorsque nous voyons que nous sommes dans le pétrin, nous cherchons rapidement un bouc émissaire pour nous dédouaner. Arrêtons avec cela. Honorable, nous allons essayer d'évoluer un peu dans les débats. Vous dites que 2 ans après, les signaux sont bons au niveau du pays. Pour moi, on ne peut pas dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Mais je pense que nous sommes sur le bon chemin. Nous tenons le cap et ainsi
nous pourrons aller à bon port. Et à la fin de ce quinquennat, je pense que les Béninois vont sourire. Je pense que nous allons rire. Je pense que le bilan sera bon. Je pense que la moisson sera bonne. Donc nous devons garder espoir. Il y a des difficultés, certes, mais ces difficultés ne doivent pas donc nous faire perdre de vue que nous sommes sur le bon chemin. Et moi, je pense que nous devons plutôt nous réjouir de ce que ce gouvernement est un gouvernement de méthode. Si nous nous supportons, c'est parce que nous avons vu que désormais, on a un gouvernement qui a la vision, qui a la méthode, la démarche, qui a la rigueur dans la gestion, dans la conduite des actions qui doivent mener à des résultats et qui tient bon. Je pense que pour une fois, nous pensons que si nous sommes sur le bon chemin et si nous faiblissons, ce serait une perte. Et il faut encourager le gouvernement à tenir bon parce que nous sommes sûrs que lorsque vous avez la vision, vous avez les bonnes méthodes et que vous êtes rigoureux dans la conduite des opérations, vous atteignez forcément de bons résultats. Alors, honorable député, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les rapports entre le Parlement béninois et le gouvernement actuel et qu'avez-vous à répondre à vos collègues qui évoquent une thèse de vassalisation de l'Assemblée nationale? Ben, en tout cas, moi je pense que les rapports entre le gouvernement et l'Assemblée nationale sont des bons rapports. Et ce n'est pas parce qu'on dit que l'Assemblée est une institution de contre-pouvoir qu'on doit espérer que l'Assemblée soit en conflit avec le gouvernement. Les rapports ne doivent pas être des rapports conflictuels. L'Assemblée nationale est là pour contrôler l'action du gouvernement, voter des lois qui vont permettre au gouvernement de conduire les opérations de la nation. Donc, en quoi est-ce qu'on va vouloir que ce soit des rapports conflictuels qui existent entre eux? Non, l'Assemblée nationale est dans son couloir de marche, le gouvernement est dans son couloir de marche, et puis chacun joue son rôle. Mais ce que les gens déplorent en disant que l'Assemblée nationale est vassalisée, c'est le fait qu'ils ne supportent pas qu'on parle de BMP, par exemple, qu'on dit bloc de la majorité parlementaire soutenant les actions du gouvernement. Ils estiment qu'on devait dire un bloc opposé aux actions du gouvernement. Ben, il y a certains qui jouent leur rôle d'opposant, qu'ils soient dans ce rôle. Mais ceux qui pensent qu'ils doivent accompagner sont aussi dans leur rôle. Et ce n'est pas pour la première fois d'ailleurs dans notre pays. Quel régime est arrivé au pouvoir? Quel président est arrivé au pouvoir et n'a pas cherché à avoir sa majorité à l'Assemblée nationale? Jamais. De Soglo à Kérékou, hein, et de Kérékou à 1 à Kérékou 2, de Kérékou 2 à Yaïboni, eux tous, ils ont eu à chercher et à obtenir leur majorité à l'Assemblée nationale grâce à laquelle ils ont pu obtenir des votes, des lois qui leur permettront de gouverner, même les autorisations de ratification d'accords de prêt. Si vous allez conduire des politiques publiques, vous avez besoin des ressources d'emprunt. Et ces ressources-là, il faut l'autorisation du Parlement. Mais si vous vous bagarrez, vous bataillez, vous allez chercher ces ressources et que vous les obtenez et que vous n'avez pas l'autorisation du Parlement, vous ne pouvez pas conduire les opérations de la République. Donc en cela, tous les gouvernants ont cherché à avoir leur majorité. Et pas au Bénin seulement, même en France actuellement. Si vous allez à l'Assemblée nationale française, Macron, il faut voir le pourcentage de députés qu'il a sur l'ensemble. C'est un fort pourcentage. Il a sa majorité qui lui permet donc de conduire les réformes. Malgré cette majorité qu'il a, il y a certaines réformes pour lesquelles aller au Parlement pour lui est déjà une longue procédure et il procède par ordonnance. Vous êtes là, vous en avez appris. Donc tous les gouvernants ont besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale. Et pourquoi est-ce qu'on doit vouer aux gémonies ceux qui, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, se réclament de la majorité parlementaire? On ne doit pas les vouer. C'est un jeu normal de la démocratie. Et ceux qui le disent aujourd'hui, je les ai vus récemment, par le passé, dans ce même rôle. Quand Yaïbouni était au pouvoir, les FCBE avaient la majorité à l'Assemblée nationale. Et qui les critiquait à l'époque? Les lois que Yaïbouni envoyait à l'Assemblée passaient comme une lettre à la poste. Et c'est eux qui les votaient. Et même
on a pu entendre Yabouni dire que quand je dis pi, quelqu'un dit pan. Mais ça veut dire que eux, même, ils ont eu à être dans ce rôle. Mais pourquoi aujourd'hui, ils incriminent ceux qui sont dans le rôle d'accompagner un gouvernement? Chacun sait, c'est de bonne guerre qu'ils acceptent de jouer leur rôle de minorité parlementaire. C'est la roue qui tourne. Parce que vous êtes fiers de jouer votre rôle de majorité parlementaire. Très fier de jouer ce rôle de majorité parlementaire parce que je sais que je suis en train d'accompagner un programme dans lequel il y a des routes pour mes populations, un programme dans lequel il y a de l'eau pour mes populations, un programme dans lequel il y a de l'électricité pour mes populations, un programme dans lequel il y a des écoles pour mes populations, un programme dans lequel il y a des centres de santé, des soins de santé pour mes populations, un programme dans lequel il y a les microcrédits réformés, réorganisés, restructurés, plus efficients pour mes populations. Alors, mais pourquoi je dois être contre tout ça là? Si je suis contre, ça veut dire que je suis contre le bonheur de ma population. Elles m'ont élu pour que j'aille défendre leurs intérêts. Et leurs intérêts passent par la mise en œuvre de ce programme du gouvernement et je dois soutenir ce programme du gouvernement. Même ceux qui se réclament de la minorité, mais ils sont en train de réclamer qu'on vienne réaliser des choses dans leur localité. Ça veut dire qu'ils veulent de l'exécution du programme d'action du gouvernement. Et sur ce point, ils soutiennent. Quand il y a quelque chose qui concerne la réalisation, mais ils soutiennent. Le reste, c'est de la politique politicienne. Politique politicienne. Alors, quels sont les rapports entre les deux BMP? Je vous parle de la majorité parlementaire et de la minorité parlementaire. Ben, de bons rapports. En dehors du fait que chacun joue son rôle, eux, ils s'opposent. Nous soutenons. Les rapports sont des rapports conviviaux. Quand vous nous voyez en dehors des joutes au sein de l'hémicycle, nous sommes des amis. Les uns et les autres, nous sommes des amis. Donc chacun joue son rôle, mais ce n'est pas là du tout la guerre entre nous. Alors, honorable Benotier, nous allons parler à présent de la Commission des finances et des échanges. Vous allez nous dire un tout petit peu comment cet organe fonctionne à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, madame. Oui, la Commission des finances et des échanges est la deuxième commission de l'Assemblée nationale qui a en charge donc l'étude de tous les projets de loi qui ont trait aux finances. Tous les projets de loi dans lesquels on doit parler argent sont affectés donc à cette commission-là. Et lorsque cette commission se voit affectée d'un dossier, le président de cette commission convoque les députés membres de cette commission à des travaux en commission. Et lors de ces travaux, nous invitons le gouvernement qui vient donc exposer le dossier. Et puis les commissaires posent des questions d'éclaircissement au gouvernement et après cela, nous étudions de fond en comble le dossier et les collègues font des amendements, des propositions et puis après, le rapport est pondu par le rapporteur général et le rapporteur de la commission fait le rapport et puis ce rapport, le président est signé par le rapporteur et le président de la commission. Et ce rapport est déposé au président de l'Assemblée nationale pour être programmé pour les plénières. Voilà comment nous fonctionnons. Et justement, il a été institué une taxe sur les véhicules à moteur. Comment vous avez apprécié? La taxe sur les véhicules à moteur est une taxe qui fait polémique depuis l'année dernière où elle a été instituée. Elle a été reconduite d'ailleurs pour l'exercice 2018. C'est une taxe que le gouvernement a imaginée. Disons que ça existait, ça avait existé par le passé, supprimé, c'est revenu sous une forme, c'est ça qu'on appelait la taxe vignette, c'est ça qui est revenu sous cette forme pour permettre que nous, population, qui utilisons des véhicules, qui dégradons les routes, pour que nous puissions contribuer à l'entretien de ces routes. Mais en bon citoyen, on ne devait pas s'offusquer contre cette taxe. Si je veux que les routes que l'État a fait réaliser à grands frais, maintiennent leur état de propriété et d'entretien, je dois accepter de contribuer. Et je pense que c'est une contribution modique. Peut-être, certains peuvent dire pourquoi ne pas choisir autre option, par exemple l'option des ponts en péage. Oui, à l'Assemblée nationale, nous avons suggéré cela au gouvernement quand le projet était venu pour la première fois pour la gestion 2017. Le gouvernement de Patrice Talon a dit oui, je suis d'accord avec vous pour cette option, mais je suis un gouvernement de perfection, je n'aime pas le saupoudrage, je n'aime pas l'approximation. Les ponts à péage que nous avons ne sont pas des ponts dignes de ce nom. Quand vous allez dans les pays que nous envions, copier, les ponts à péage sont des ponts dignes de ce nom.
et quand vous arrivez à un pont péage, vous sentez que c'est un ouvrage propre et imposant. C'est cela que nous avons envie de faire sur toutes les routes qui seront construites. Donc comme nous ne les avons pas encore, nous prenons cette alternative de commencer à collecter et progressivement quand les routes du péage seront en train d'être confectionnés, ces ponts-là imposants seront donc installés sur toutes les routes, puis après, nous reviendrons pour supprimer cette taxe pour retourner progressivement vers les ponts péages. J'aime bien l'expression les routes du péage. Nous allons parler des législatives avec la prochaine, les législatives 2019, c'est dans bientôt un an. Oui. Alors, à votre niveau, comment les choses se passent déjà? Bon, à notre niveau, ça se passe très bien. Disons que nous sommes, depuis notre élection, nous n'avons jamais été loin de nos mandants. Nous sommes proches des mandants, nous maintenons la base, nous maintenons la chaleur avec cette base, nous maintenons les structures de base de notre parti, les militants sont en phase avec nous. Nous descendons de temps en temps pour faire les redditions de comptes parlementaires, pour leur expliquer le travail que nous faisons à l'Assemblée nationale dans leur intérêt. Et je pense que cette fièvre est maintenue. Nous n'avons pas rompu les amarres avec la base, nous n'avons pas coupé le pont, et c'est un travail donc de maintien permanent du terrain. C'est dans ça que nous sommes. Je pense que les populations vous comprennent. Moi, je pense que mais ils comprennent parce que moi, je vais leur expliquer des fois. Il est vrai, tout le monde ne peut pas comprendre à 100%, mais la majorité comprend parce que je suis en phase avec eux, avec elles. Je descends, on cause, on discute. Je comprends certes les douleurs, les difficultés, qui ne sont pas des difficultés spécifiquement liées à la gouvernance talon, mais qui sont des difficultés conjoncturelles qui nous ont été imposées du fait donc d'abord de la conjoncture internationale, la situation économique internationale, mais aussi à cause donc des difficultés de notre voisin du Nigeria, à côté, dont notre économie est tributaire. Et tout soubresaut au niveau donc de l'économie nigériane se répercute, se ressent en même temps sur l'économie béninoise. L'économie nigériane était rentrée en récession. Il n'y avait pas de raison que l'économie béninoise s'en porte mieux parce que nous ne sommes pas parvenus à instruire, à concevoir des mécanismes qui puissent permettre à notre économie de fonctionner de façon autonome sans subir les coups de seconde secousse de l'économie nigériane. Donc progressivement, nous y parviendrons. Je pense que le gouvernement actuel tient bon. Et puis, l'économie nigériane est en train de reprendre progressivement. Je pense que cette année, les choses vont reprendre progressivement. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que les difficultés économiques de notre pays sont liées au fait que nous appartenons désormais à des espaces où les barrières douanières sont tombées, où nous ne prenons plus des taxes sur les produits venant de nos voisins. Donc, les taxes de port s'amenuisent. Nos recettes douanières iront en s'amenuisant. Et nous avons donc intérêt, une obligation à réorienter notre économie vers la perception des taxes intérieures. Or, à l'intérieur, notre économie est à 80% informelle. Il n'y a que 20% du formel. Nous devons tout faire pour élargir l'assiette fiscale. Faire en sorte que ces 80%, on puisse réduire ces 80%. C'est ça le but des réformes que le gouvernement est en train de faire. Lorsque nous avons réussi progressivement ces réformes, et puis rogner dans ces 80% qui vont regagner les 20%, augmenter même ne serait-ce que à monter ces 20% vers 30%, vous allez voir que notre économie commencerait à s'en sortir. Alors tout à l'heure vous étiez en train de parler de votre base, mais quand même vous étiez en train de parler de la remobilisation de la base. Oui. Alors comment arrivez-vous à le faire de façon aisée avec cette guerre de leadership au niveau du Parti social-démocrate dont vous êtes quand même un des membres influents? Membre influent? Bon, c'est vous qui le dites. Vous avez vu aux côtés du président Moussa Bruno lors de cette crise, les différentes descentes ont été effectuées avec vous toujours à ses côtés. Il vous a présenté, il a évoqué quand même les conflits qu'il y a eu avec le président Emmanuel Golou. Je ne vais peut-être pas en parler, je vais vous laisser le soin de le faire. Ou vous devez être positionné depuis très longtemps, mais à cause de Golou, vous n'avez pas été. Donc, vous êtes membre du PSD. On ne va peut-être pas dire influent, mais vous êtes membre du PSD. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Ben, je pense que je ne vais plus revenir sur les difficultés que notre parti a connues, parce que moi je pense qu'actuellement nous sommes en train de conjuguer ces difficultés au passé. Nous sortons de la crise étant donné que les populations, nos militants
nous ont compris, ceux qui n'avaient pas compris ont compris, et vous avez même vu récemment que ceux qui étaient donc de l'autre côté et qui accompagnaient le président Golou, nombreux d'entre eux sont revenus à de meilleurs sentiments. Des présidents de section et de succession, des militants, beaucoup reviennent en grande masse parce que le dossier a évolué. Et puis, quand vous voyez la liste des partis politiques régulièrement enregistrés au Bénin, sortis par le ministère de l'Intérieur, si vous voyez sur la ligne Parti social-démocrate, le président, c'est Winou Ebo Clément. Il y a un seul parti social-démocrate au Bénin aujourd'hui, et son président, c'est le président Winou Ebo Clément. En bon démocrate, tout le monde devait se ranger, même si le camp adverse a eu à saisir les tribunaux parce qu'il ne l'entend pas de cette oreille. Si nous sommes démocrates, respectons nos institutions, devons quand même respecter cet ordre-là, jusqu'à ce que les tribunaux disent le contraire. Nous sommes démocrates, mais nous pensons que la vérité est dans notre camp, mais qu'ils restent aussi démocrates en acceptant la situation administrative de notre pays, si ils sont des républicains, jusqu'à ce que nos tribunaux disent le contraire. Merci à vous, honorable Benoît. Nous n'allons pas vous laisser partir sans parler quand même de la cybercriminalité qui fait l'actualité avec des jeunes qui pratiquent des crimes, on ne dira pas des crimes rituels, parce qu'on parle de plus en plus d'assassinats ciblés, parce que les thèmes ont évolué. Vous avez dit un mot par rapport à ça? Oui, merci. Je pense que cette situation est une situation déplorable qui est en train de peindre négativement la société dans laquelle nous vivons. Notre société, on dirait que nous sommes tombés si bas au point où nous n'avons plus de respect pour la vie humaine, que la vie humaine qui autrefois était sacrée soit devenue banale au point où, pour des intérêts sordides, pour l'intérêt personnel, égoïste, pour de l'argent, on puisse facilement mettre fin à une vie. Je pense que c'est déplorable. Moi, je suis chrétien et je sais que la parole de Dieu m'a instruit, m'a dit qu'on mange à la sueur de son front, on gagne son pain à la sueur de son front. Que nos jeunes apprennent de cela pour savoir que le gain facile, l'argent facile, la course effrénée vers le gain facile, c'est ce à quoi ça conduit. Et notre société, nos jeunes sont en train donc de suivre de très mauvais exemples avec ce qui pollue le phénomène des Rounon, des jeunes Rounon. Avant, on avait des personnes responsables qui étaient des Rounon. Aujourd'hui, c'est des bambins, des gamins qui sont Rounon. J'ai dit, mais ça veut dire quoi ça? Il faut qu'on arrête avec ça. Mais bravo au gouvernement qui a compris que c'est un phénomène face auquel il faut une réponse vigoureuse, une réponse appropriée. Et je pense que les mesures qui sont en train d'être prises, avec le courage du ministre de l'Intérieur, avec la bravoure de la police républicaine, que nous puissions endiguer véritablement ce problème et puis laver l'opprobre qui est jeté sur notre pays avec l'insécurité qui est installée dans notre pays où les enfants ne peuvent plus aller tranquillement à l'école et revenir. Il faut qu'on mette fin définitivement à ce phénomène. Merci à vous. Vous avez un mot pour conclure cet entretien? Eh bien oui, je vais vous remercier sincèrement de m'avoir invité et puis demander aux Béninois, qui qu'ils soient, d'avoir confiance au gouvernement actuel parce que les réformes qui sont engagées, malgré que nous souffrions dans notre chair, que nous sachions que c'est pour notre bonheur. Parce que tous les médicaments qui soignent sont souvent amers. Merci à vous, honorable Gérald Benoît-Chi. C'était un plaisir. Merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. Je rappelle que l'honorable Gérald Benoît-Chi est député membre du bloc de la majorité parlementaire, donc député de la 11e circonscription électorale. Il est rapporteur général de la commission des finances et des échanges au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons été très heureux de le recevoir sur notre plateau ce dimanche 1er avril de l'an 2018. On retiendra de l'entretien que l'honorable a indiqué que les mauvaises pratiques et la corruption nous gangrènent et il faut y mettre un terme. C'est ce que le gouvernement fait et il faut l'encourager. Nous devons donc garder espoir malgré les difficultés. L'honorable Benoît-Chi reste convaincu que la moisson sera bonne. Nous avons affaire à un gouvernement de méthode, a-t-il indiqué, un gouvernement de rigueur pour l'atteinte des résultats et pour une fois, il faut absolument et impérativement soutenir le gouvernement du président Talon. Vous êtes fiers de soutenir donc le président Talon dans ses réformes. Vous pensez que nous sommes sur le bon chemin et il ne faut surtout pas fléchir. Vous êtes donc fiers d'accompagner un président qui a de la vision pour le bonheur des populations
béninoise. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. C'est moi. Kader Achirou, encore une fois, merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. C'est la fin de l'invité que nous avons eu du plaisir à vous présenter. On va se retrouver dimanche prochain avec le même plaisir. Portez-vous bien et bon week-end Pascal chez vous.